procès si nécessaire. Et pour ça, plusieurs avocats travaillent sur le dossier de la contrefaçon. Tintin, c'est un procès par mois. On contrefait bien sûr beaucoup du textile. On a des fausses couvertures qui réapparaissent bien sûr sous forme de t-shirt. Voilà un Tintin en Amérique pour les amateurs. On a le pantalon thaïlandais qui est donc en ligne directe de l'exportateur, des montres, des boules de Noël. On a des albums pirates, des albums détournés. On a ceci qui est le pirate chinois, le vrai pirate chinois, et qui est là aussi un vrai faux, c'est-à-dire qu'on retrouve à peu près intégralement le Lotus bleu. Jean-Luc Dehaene, par exemple, notre Premier ministre, ne s'étant pas rendu compte que c'était un album pirate, avait lui-même offert au Premier ministre chinois Tintin très fièrement, en disant c'est la culture belge, mais ce n'est pas la culture des pirates. Voilà. On a des albums qui présentent un Tintin que certains appelleront adulte, où on voit la Castafiore avec des plumes derrière, et dans un certain nombre d'autres positions. Et ça se vend. Ça se vend, et ça se vend cher. Généralement, ces albums-là, les Tintins détournés, sont des albums qu'on s'est interdits. Par conséquent, à la fois celui qui les a fabriqués et édités et le libraire les vend sous le comptoir, comme dans le temps on vendait les bouquins porno, et donc ça se vend très cher. Ça se vend 200, 300 francs sous le comptoir, parfois plus. Tintin est l'un des personnages les plus copiés qui existent. En tout cas, en ce qui concerne la bande dessinée, c'est sans doute le personnage le plus copié en Europe. Tintin, champion du monde de la contrefaçon, les héritiers d'Hergé ne le supportaient plus. Il fallait ramener le héros à la maison. Et plus exactement, au 162 de l'avenue Louise à Bruxelles, aux anciens studios du créateur devenu le siège de la Fondation Hergé, et de Moulin Sarr, l'entreprise qui commercialise Tintin. Depuis 5 ans, Fanny Rodwell, veuve d'Hergé, a repris les affaires en main. Un jour, je suis entrée dans un magasin, je ne me rendais pas très bien compte, parce que j'étais très, très détachée de tout ça, je ne me rendais pas très bien compte non plus. Et puis j'ai vu tout un rack de vêtements, il y avait du pyjama, des machins, des trucs de mauvais goût et qui étaient moches avec des... Je me dis mais c'est affreux avec des visuels de tant de choses différentes et employés n'importe comment. Alors au milieu des années 90, le business Tintin change de stratégie. Place à la concentration, au contrôle et à l'exclusivité. C'est l'heure du grand nettoyage. Aujourd'hui, tous les produits dérivés, même quand l'idée vient de l'extérieur, sont réalisés par des stylistes maison. Tout passe par ici. Et tout est étudié, tout est discuté avec les gens qui présentent le projet et avec nos collaborateurs aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans Tintin? Absolument pas, non. Ça, c'est un parti qu'on a pris et qu'on tient et que je suis très à l'aise là-dedans. Je trouve que c'est très normal. Comme ayant droit, en tout cas. À Moulin Sarr, 50 collaborateurs sont tenus de respecter à la lettre une charte graphique exigeante, une sorte de table des lois. Toutes les vignettes sont tirées des albums, bien sûr, mais pas question de modifier les couleurs, de réaliser des montages ou de changer le texte. Tout est analysé, étudié, et l'image est toujours respectée. Donc on ne fait jamais, par exemple, gauche et droite. Par exemple, là, il regarde vers la droite, donc il sera toujours utilisé comme ça. On ne touche pas à l'œuvre d'Hergé. Pas question de commercialiser des produits qui trahiraient l'esprit des albums. C'est très difficile parce que cette œuvre est en effet tellement forte et touche tellement profondément tant de monde que, comme disait très bien Nick Rodwell, mon époux, il y a beaucoup de gens s'imaginent, ils ont serré une fois la main d'Hergé, ils imaginent que son œuvre leur appartient. Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel, le musée de la Marine. C'est ici que nous avons retrouvé Nick Rodwell, le VRP de Tintin, le chien de garde de Milou, l'ennemi numéro 1 des tintinophiles. Car depuis son mariage en 1993 avec la veuve d'Hergé, ce Britannique a la haute main sur la gestion de l'héritage. Sa volonté est de perpétuer la mémoire d'Hergé à travers le respect de l'œuvre. Au musée de la Marine, il est venu préparer une grande exposition. Et pour ça, Nick Rodwell ne recule devant rien, même quand il s'agit de pousser les murs. Ici, il faut savoir qu'on supprime le mur qui est en avant. Est-il possible
de profiter de l'auteur. Quand les gens sont dans l'exposition, ils tournent et ils voient une phrase de l'album. Emplacement des vitrines, disposition des dessins, circulation des visiteurs, Nick Rodwell a toujours son mot à dire. C'est le gardien du temple. Infatigable, il va mobiliser les conservateurs du musée près de 8 heures. Et pourtant, rien n'est parfait. Ici, on a 600 mètres carrés et j'avais demandé quelque chose de beaucoup plus ligne claire, beaucoup plus simple, clean. C'est pas comme vous vouliez, quoi. On n'a pas terminé, on a encore jusqu'à le 19 mars. Tintin, c'est sa place dans un musée. 20 millions de personnes passent devant ces bâtiments, on ne peut pas ignorer ça. Géographiquement, c'est très très important pour nous. Vous espérez combien de public ici, à votre avis? Moi, j'ai aucune idée. Seule chose que je peux dire, que quand Tintin arrive, normalement, ça fait un tabac. 19h, Nick Rodwell en a terminé avec le musée de la Marine. Il a rendez-vous place Vendôme avec un grand joaillier de la place de Paris. But du jeu, superviser la réalisation des bijoux de la Castafiore à l'occasion d'une prochaine exposition dédiée à Tintin dans un château de la Loire. Excellent, ce qui nous a marqué, c'est qu'un des colliers de la Castafiore ressemble énormément à celui-ci avec des fleurs de volet. Je pense qu'on est vraiment le joaillier de la place Vendôme. Non mais qui fait ce type de pièces. Bonjour. Bonjour. On vous présente quelques pièces vraiment exceptionnelles. Une fois de plus, l'image de Tintin ouvre toutes les portes, même celles du luxe réputé difficile. Depuis plus ou moins 1 an, énormément de gens ont envie de travailler avec nous parce qu'ils ont compris qu'on essaie de protéger l'image et c'est une bonne image et c'est pas parti dans tous les sens. Peut-être c'est lié à ça. Contrairement à ce qui avait pu se passer auparavant. Oui, avant c'était parti dans toutes les directions. Aujourd'hui, mais c'était très dur. Donc on a tout récupéré et on contrôle l'image. Si c'est pas, on fait comme toutes les sociétés qui possèdent quelque chose de précieux. On fait la même chose. C'est une question de protection d'image, marketing, promotion, etc. Tintin, c'est précieux. L'œuvre d'Hergé, c'est très précieux. Après plusieurs années de rachat, de bagarres commerciales, de pertes financières, Nick Rodwell a atteint son objectif. Tintin est revenu à la maison. Reste la diffusion des produits. Comme Mickey, son cousin américain, Tintin a ses propres boutiques. Dans le monde, près de 80 espaces et magasins Tintin commercialisent en exclusivité près de 5000 produits. À Bruxelles, le magasin de la Grand Place ne désemplit pas. Et là encore, surprise, Tintin est géré en famille. C'est Fifi Chang, la fille de Chang, l'ami d'Hergé avec lequel il crée Tintin et le Lotus Bleu, qui dirige la boutique. Dans notre couloir, vous verrez les différentes affiches, ce sont les posters. Le prix est très populaire, à peu près 60 francs français. Ça peut décorer les chambres des enfants ou le couloir. Voilà. Et là, on arrive où, là? Maintenant, nous arrivons pour les enfants. Le premier prix, c'est combien? Le prix le plus cher, c'est combien? 39 est le moins cher. 42 000. Ça, c'est le produit le plus cher. 42 900 francs, c'est le prix le plus cher. C'est un appareil photo de Leica. Il y a le Tintin de Tibet qui présente et c'est bien sûr limité numéro 2. Cette année, la nouveau modèle, dans la collection générique, il y a les deux Dupont. Dupont D avec son chapeau et Dupont T. C'est destiné aux collectionneurs, ça. Oui, mais comme c'est tellement charmant, ça ne peut pas louper des touristes, puisque par exemple cette pièce, c'est aussi une collection de cette année qui présente l'image de Tintin au Congo. C'est à 7 990 francs belges, c'est à peu près 1300 francs français. 1300 francs français pour un petit objet en plomb, plus qu'un objet de collection Tintin est désormais un produit de luxe. Certains tintinophiles ne comprennent plus et accusent tout simplement Nick Rodwell de mettre l'œuvre d'Hergé en danger. Nick Rodwell ne comprend absolument pas le lien affectif de Bruxelles, de la Belgique avec Tintin. Et le secondo, il ne comprend absolument pas la dimension grand public et enfantine de l'œuvre.
aucun objet dérivé, aucun objet commercial, aucune manifestation n'est destinée aux enfants aujourd'hui. C'est essentiellement des objets ou des petites expositions pour un public féru et collectionneur. Or, ce public vieillit. Et ce public se raréfie, donc on assiste à une espèce d'euthanasie, d'extinction du mythe due à ce contrôle drastique. Depuis la reprise en main du business Tintin par les héritiers, leur procès est permanent. Pourtant, chaque année, Tintin rassemble plus d'1 million de nouveaux lecteurs. Au total, près de 150 millions d'albums ont déjà été vendus, traduits en plus de 50 langues. En créant Tintin, Hergé n'en espérait pas tant. Écrivain, Benoît Peters connaît la vie de Georges Rémy, alias Hergé, sur le bout des doigts. Tintin voyage. Tintin, c'est le voyage par excellence. Mais Hergé, c'est la sédentarité pure. Hergé, c'est Bruxelles, profondément. Un jour, on m'a dit, mais vous décrivez un Hergé très belge. Mais c'est pas moi qui ai décrit Hergé très belge, c'est lui qui a vécu de manière très belge et même très bruxelloise. Durant toute sa jeunesse, Hergé ne quittera pas Etterbeek, une petite commune bruxelloise. Ça, c'est vraiment la maison de toute la jeunesse d'Hergé. Il a passé l'essentiel de son enfance dans cette maison, 34 rue de Theux, et il a dessiné jusqu'à son mariage. Donc, il y a des albums, l'époque Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo, Tintin en Amérique. Il vivait là. Dans cette petite chambre, avec sa lucarne à l'œil de bœuf. C'est marrant d'ailleurs parce que le cercle, c'est un élément extrêmement présent dans Tintin. Même les couvertures, il faut trouver beaucoup de formes qui vont se mettre dans des cercles. Donc peut-être l'habitude de voir le monde à travers un œilleton. On est dans une des rues de l'enfance d'Hergé, c'est la rue du Sceptre. Ce nom a dû le frapper et il s'en est souvenu pour le Sceptre d'autocar. Il y a une rue de l'Orient juste à côté. Tintin en Orient, c'était le premier nom des